Le thème, c'est la mobilité. Pour en profiter dans de bonnes conditions, il faut que ça soit associé à la sécurité. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est les offres de services que la DSI du CNRS a lancées à destination des laboratoires pour leur offrir des solutions sécurisées de partage de leurs informations, d'accès à leurs informations et de stockage de leurs informations. Voilà. Donc, ce schéma représente l'ensemble des offres de services qui sont soit déjà opérationnelles, soit qui vont l'être dans les premiers mois de 2014. Ce qui vous concerne plus particulièrement, compte tenu du thème de la journée, c'est les deux pavés en haut à droite, OnCore et Portail Collaboratif Core. Donc je fais un bref passage sur les autres thèmes et je reviens là-dessus de manière plus détaillée. On a mis en place tout un écosystème, si je puis dire, du chercheur, enfin de l'utilisateur, puisqu'on s'adresse à tous les personnels qu'on va trouver dans un laboratoire, aussi bien les gestionnaires, les IT comme les chercheurs, un écosystème de produits qu'on a voulu complètement intégrer de façon native pour qu'il soit le plus simple d'utilisation, le plus facilement utilisable, et tout ça, encore en plus, comme je le disais tout à l'heure, avec une couche de sécurité qui soit vraiment renforcée. Donc on a mis en place une messagerie unifiée pour les laboratoires qui en ont besoin. On a ouvert en gros la plateforme du CNRS, du personnel du CNRS au siège et dans les délégations aux laboratoires qui nous le demandaient. Au début, on a commencé avec les petits laboratoires parce qu'on avait des moyens humains assez limités. Aujourd'hui, on a les scripts, tout ce qu'il faut pour accueillir les gros laboratoires. Et donc, à ce jour, on a à peu près une centaine de laboratoires qui sont venus sur la messagerie. Il doit y en avoir une vingtaine dans le pipe. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une messagerie qui permet aussi de faire de la mobilité pour accéder à ces informations, puisqu'il y a du webmail, il y a de l'agenda partagé, de la gestion des ressources, les réservations de salles, de voitures, etc. Et puis la base, c'est 2 gigas par utilisateur. Si vous êtes un laboratoire du CNRS, ou en tout cas le CNRS est présent, c'est 2 gigas gratuits, c'est le forfait de base. Ensuite, c'est 5 gigas et 10 gigas selon les profils. En fait, c'est un peu théorique puisqu'on raisonne sur une allocation globale de gigas pour le laboratoire et ensuite c'est modulé en fonction de la consommation de chacun. Donc voilà, un forfait gratuit, c'est important parce que de dire aussi qu'on passe tout un laboratoire ou personne. Voilà, c'est pas pour une personne qui décide de passer là-dessus, c'est tout labo ou rien. Voilà. Donc l'avantage de cette messagerie, je vais le dire pour chacun des pavés, c'est qu'elle est associée avec le portail collaboratif que je vais vous présenter, qui est directement lié à la mobilité, et puis avec les autres aussi, les autres services qui sont présentés là, tout ça de façon intégrée. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur votre Office, sur un Word, sur un PowerPoint, etc. Et puis vous avez envie d'envoyer ça directement à votre ami qui est je ne sais pas où, et sans sortir de cette constellation d'outils intégrés, vous allez l'envoyer par la messagerie. Vous voyez par le présentiel, c'est le pavé d'à côté, web conferencing, que votre collègue à l'autre bout de la Terre est connecté au système. Donc vous lui envoyez un petit message chat pour lui dire « Hello John, est-ce que tu veux qu'on échange sur le document que je suis en train de rédiger et que je viens d'envoyer à Paul grâce à la messagerie unifiée ?» Il vous répond par chat que c'est OK. Vous appuyez sur un bouton et là vous retrouvez en visio, directement avec lui, visio individuel. La contrainte, c'est qu'il faut avoir une caméra sur votre poste, c'est la seule contrainte. Et puis là, en temps réel, vous pouvez lui montrer le document, échanger avec lui, faire bouger le curseur, il voit tout ce que vous faites, vous voyez tout ce qu'il fait, et donc vous faire une mise à jour du document en temps réel. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez ensuite le valider, et puis aller le stocker sur le portail collaboratif Core dont je vais vous parler. Donc ça, c'est la notion d'intégration native. On essaye d'avoir des outils qui sont complètement homogènes, complètement intégrés pour faciliter leur utilisation par l'utilisateur final et aussi pour amener de nouveaux services comme ceux que je viens de vous décrire par exemple. Sur la couche du dessous, on a appelé ça socle infrastructure. L'idée, elle est simple. Il y a plein de petits labos, de moyens labos ou même de gros labos qui n'ont pas assez de ressources pour gérer leurs infras.
dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans les règles de l'art, en faisant les mises à jour, les dernières mises à jour, en respectant les principes de gestion de la sécurité, etc., etc. Ou tout simplement qui n'ont pas assez de moyens pour se payer une belle salle data center, comme on dit, une salle serveur, et donc avec la clim qui va bien, avec la sécurité, incendie, etc. Donc on a lancé, pour tous ces laboratoires qui avaient ce besoin-là, un système de cloud privatif. J'insiste sur le terme privatif, on n'est pas dans du cloud public, on est bien dans du cloud privatif, donc on est sur nos serveurs pour offrir un certain nombre de services aux laboratoires qui en ont besoin. Donc le premier, il est, comment dire, de façon très classique, il n'est pas indiqué là, c'est de l'hébergement brut de vos serveurs en attendant de passer à autre chose. Bon, je dois avouer que là, ce n'est pas le service sur lequel on vise le plus. Le deuxième, c'est l'hébergement sécurité de sites web. On a des milliers de sites web dans les laboratoires où le CNRS est présent. Et donc, beaucoup de ces sites, en plus, sont utilisés pour aller partager de l'information avec l'extérieur, faute d'outils dont je vais vous parler, comme Core ou OneCore. Et donc, ce sont de vrais passoires. Et bien souvent, il n'y a pas la compétence, ou il n'y a pas le temps, ou il n'y a pas les ressources suffisantes pour bien protéger ces sites web. Et donc là, on offre un service au moins d'hébergement sécurisé, c'est-à-dire on prend votre site, on le met sur la plateforme de cloud, et toute la partie mise à jour, la partie surveillance, supervision, etc., etc., est faite en centrale, et vous vous déchargez de ça. Donc le deuxième service sur cette partie infrastructure, c'est ce qu'on appelle l'énergie informatique à la demande et sur mesure. En langage technique, c'est des virtual machines. On prend un gros serveur, on le découpe en tranches, et on alloue chacune des tranches à celui qui en a besoin. C'est comme si vous aviez un serveur chez vous, de l'autre côté du mur, ou dans votre bureau, sauf que là, il est à 1000 km ou 2000 km. Et puis, en fait, toute la partie infrastructure qu'il y a autour pour la sécurité, la climatisation, les mises à jour, etc., l'accès physique, est pris en charge au niveau central. Donc ça, c'est un service qui est quand même très intéressant, surtout pour les laboratoires qui n'ont pas des ressources informatiques internes qui sont pléthores, parce qu'on offre facilement des capacités de traitement et de stockage à un labo de façon complètement sécurisée, à des tarifs qui sont abordables. Alors bien sûr, ça peut paraître cher pour les services haut de gamme, puisqu'il y a différents numéros de service, mais on est dans du 24/7 sécurisé, haute disponibilité. Et je précise au passage que tout ça, tout ce que je vous présente, est localisé en France. Voilà. Donc, ce service-là, il est en train de se développer. Il a deux vertus. La première, c'est que parfois, vous avez un projet qui est limité dans le temps. Donc, au lieu d'acheter des serveurs, vous prenez une VM pour 6 mois. Et puis après, quand c'est fini, on ferme la clé et puis on n'en parle plus. Donc, vous n'avez pas investi sur un serveur dont on ne saura plus quoi faire après. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, de limite d'utilisation, de capacité d'utilisation, parce que même si vous avez une montée en charge qui est très importante, derrière ça suit. On peut vous donner tout ce dont vous avez besoin quasiment en temps réel. Et puis la troisième, elle n'est pas négligeable, c'est que c'est une source d'économie, en fait, puisqu'on mutualise des gros serveurs, ça veut dire qu'on optimise les investissements, et en ces temps de vache maigre au niveau des budgets, ça peut être intéressant. Voilà. J'ai rajouté il n'y a pas longtemps stockage brut de données. C'est un service qu'on nous a demandé parce qu'il y a plein de labos qui veulent par exemple faire leur PRA, leur plan de reprise d'activité, c'est-à-dire mettre l'image de leurs données qu'ils ont sur leur serveur ailleurs, au cas où ça brûle ou qu'il y ait un tremblement de terre. On va chercher les données sécurisées sur le cloud, mais c'est utilisé aussi pour faire du stockage brut, d'archivage, de ce genre de choses. Voilà, donc là encore, on est dans un service qui est le même que si vous aviez les disques chez vous, derrière un serveur, sauf que toute la partie gestion de la sécurité et de l'exploitation est prise en charge par le data center. Voilà. Le dernier service est un service qui est fondamental. Il va être... on finit les recettes là, et on commence un pilote à la fin de l'année, donc c'est début 2014, ça devrait être opérationnel. C'est complètement lié au service OneCore dont je vais vous parler. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas de sauvegarde systématique
ou qui n'ont pas de sauvegarde du tout, hein. Donc soit vous mettez un petit disque dur, soit votre informaticien a pris la peine de mettre en place un système automatique de sauvegarde. Tout le monde n'est pas égal face à la sauvegarde au CNRS, dans les 1200 laboratoires. Et donc, ça a amené à nous retrouver, notamment le service juridique, dans des situations très délicates parce que on avait un PC qui était volé, ou un portable qui était volé, il n'y avait pas de sauvegarde, on était à 2 mois de déposer un brevet en collaboration avec un laboratoire privé, et donc on s'est retrouvé dans une situation compliquée. Voilà. Et même pour vous, quand vous cassez votre machine, quand on vous la vole dans le train ou ce genre de choses, vous devez avoir une sauvegarde. Donc la solution, ça sera ça. Ça sera ce système national de sauvegarde. Surtout si vous êtes mobile, c'est important d'avoir quelque part l'image de ce que vous avez sur votre portable. Et donc l'idée, c'est tout simplement, vous arrivez au bureau, vous pluguez votre laptop sur le réseau et il synchronise automatiquement les mises à jour à faire sur ce serveur central national. Et là encore, en fait, on est dans un système où on mutualise les infrastructures, donc c'est pas très cher. Bon, si vous êtes dans un laboratoire où le CNRS est présent, en fait, c'est gratuit, jusqu'à hauteur de 10 gigas. Voilà. Donc, on ne va pas sauvegarder tout ce que vous avez sur le PC. Hein. La partie système, on n'en veut pas. Ça, vous mettez un disque Windows ou Mac si jamais vous devez reconfigurer. Toute la partie messagerie, on n'en veut pas, parce que c'est sauvegardé par ailleurs. Sur cette messagerie dont je vous ai parlé ou sur celle dont vous utilisez aujourd'hui, je l'espère en tout cas. Donc, c'est bien toute la partie données, fichiers, etc. On a appelé ça mes fichiers. Voilà. Donc, à hauteur de 10 gigas, ça sera sauvegardé sur un système national. Voilà, donc tout ça, c'est cloud privatif. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Ma foi, je crois que j'ai fait le tour, comme il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on verra si vous avez des questions. Sachez simplement que le fait de mettre toutes ces données, d'utiliser tous ces services, ça veut dire qu'on a un minimum de sécurité qui est garanti. Voilà, parce qu'on respecte les règles de l'art pour stocker l'information, pour faire le backup de ces informations, pour les protéger, etc. Alors bien sûr, il y a des ratés, comme dans tout data center. Il peut y avoir des impondérables qui viennent troubler le quotidien de ceux qui gèrent ça. Et c'est arrivé il y a pas longtemps avec le fameux bug qu'il y a eu chez Bull. Vous avez peut-être entendu parler de ça, puisque ça a arrêté tous les systèmes de gestion des ministères. Mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et en tout cas, on est normalement très très loin de la sécurité que vous pouvez avoir dans un laboratoire. Pourquoi? Parce que déjà, on est en 24/7. Sur ce cloud, il y a des services qui font tourner des projets. Quand je vais vous parler de Core, on a un projet qui est sur 15 pays, 1500 personnes. La notion de jour et de nuit n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, il faut qu'en permanence, ça soit disponible. Et s'il y a une attaque, et il y en a de plus en plus, la sécurité, ce n'est pas un vain mot, hein. S'il y a une attaque, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là 24 heures sur 24 pour superviser toutes ces machines et réagir presque dans la seconde parfois, parce que si c'est du mass bombing de spam, en 15 minutes, vous avez saturé tous vos serveurs. Donc il faut réagir très vite. Je remonte là-haut au niveau de l'utilisateur. Donc je vous ai parlé de la messagerie unifiée, je vous ai parlé du web conferencing. Bon, c'est quelque chose qui se développe. Juste pour information, ce n'est pas encore opérationnel. On est en train d'écrire les modes d'emploi. Il va y avoir normalement un lancement qui sera fait en pilote début janvier. Et donc avec une généralisation. L'objectif, c'est de généraliser tout ça en open bar dans les laboratoires début 2014. Alors il y aura 2 étapes. La première, c'est un web conferencing non sécurisé. Et pour le coup, ça sera porté par un cloud public. On utilise le cloud de Microsoft et le produit, c'est Link pour les initiés. Et puis il y aura une deuxième étape, on utilisera le même produit, mais ça sera sur nos serveurs en interne, sur le cloud. Et donc ça sera pour les gens qui ont besoin d'échanger avec leurs collègues et d'avoir une garantie de confidentialité. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est donner le plus vite possible cette facilité de faire de la webconférence parce que ça limite les déplacements, ça crée de nouveaux usages. Quelqu'un peut faire une mini-conférence avec 200 personnes simplement en leur envoyant un lien. Il clique sur le lien, il se connecte en permanence et il leur montre sur l'écran de leur PC, sans que tous ces gens quittent leur bureau, bien sûr, ils voient sur l'écran de leur PC le document que la personne veut projeter, ils voient la personne aussi, ils l'entendent, ils peuvent réagir en temps réel.
Et puis, la personne qui présente peut montrer, faire bouger les écrans, les documents qu'il présente, etc. C'est très, très puissant. Voilà, très, très puissant. Puis à côté de ça, il y a cette notion de présentiel que j'ai expliqué tout à l'heure dans mon exemple. Vous voyez quels sont ceux parmi vos préférés, entre guillemets, pour reprendre un terme informatique, de vos collègues qui sont connectés. Vous pouvez les contacter, soit par un système de chat, messagerie instantanée, soit pour ensuite basculer, par exemple, sur la caméra, sur la visio. Donc ça, début 2014, ça devrait être opérationnel pour la partie non sécurisée. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez demander à 500 ou 1000 personnes de se connecter derrière leur PC pour vous écouter. Ça marche pas mal. Nous, on l'utilise depuis des mois. Voilà. Donc, pour tout vous dire, au début, on voulait généraliser un autre produit qui était payant. Mais comme Microsoft a sorti cette nouvelle version qui est satisfaisante, voilà. Donc, on s'est orienté sur ce produit qui est gratuit, en fait. Hein. J'arrive au gros du morceau, portail collaboratif Core et OnCore. Quand on parle de mobilité, on parle d'accès à ces informations depuis n'importe où. J'ai vu en passant tout à l'heure qu'il y avait des tablettes. Ce n'est pas avec ce genre de téléphone que vous allez faire de l'accès à vos données, mais il reste par moi peu d'irréductibles qui n'ont pas un smartphone. En plus de ça, la tendance, c'est qu'on passe des smartphones aux phablettes, hein, c'est-à-dire un hybride entre le smartphone et puis la tablette. Et donc, on commence à avoir un confort d'utilisation grâce à la taille de l'écran pour accéder à des applications à distance et manipuler des données. Et ça, c'est l'avenir. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, tout le monde aura un téléphone avec au moins 5 pouces de diagonale. Et donc, vous pourrez utiliser tous ces services de façon confortable, sans être obligé de passer par une tablette ou un PC. Donc, on prépare déjà cet avenir, ce proche avenir, hein, au travers de produits qu'on met en œuvre. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que ça se fasse de façon sécurisée. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de labos, ou même pas que des labos, mais je ne peux pas le dire, sinon ça serait trop... je crois que c'est enregistré, donc je ne vais pas donner l'exemple là. Donc, qui utilisent Gmail. Gmail, on sait que ce n'est pas du tout confidentiel. Il y a beaucoup de labos qui utilisent Dropbox, pour ceux qui connaissent. Dropbox, c'est du partage de fichiers, très simple, mais qui est, comme Gmail, comme Hotmail et consorts, qui est porté par un cloud public. Donc, avant, quand j'avais ce discours, il y a encore quelques mois, on me disait « ouais, Valtini exagère un petit peu, etc. » Maintenant qu'il y a eu le scandale de la NSA avec Prism, je crois que plus personne n'a aucun doute sur le fait que Brick Browser est bien présent. Il y a des écoutes de partout. Quand vous envoyez un mail, quand vous mettez quelque chose sur un Dropbox, etc., ou même sur Internet, hein, vous voyez bien quand vous échangez sur Internet avec quelqu'un, si vous lui dites samedi je vais acheter des chaussures, automatiquement vous avez une pub pour les chaussures qui s'affiche en haut de l'écran. Et bien ça, c'est le côté grand public de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on ne dit pas ce qui se passe de l'autre côté. Je ne vais pas dire ils sont en train de faire de l'espionnage industriel ou ce genre de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que ça existe. Et le scandale de la NSA a montré dans le détail jusqu'où ça allait. Et en fait, ça va jusqu'au détail. Donc, on ne pouvait pas reprocher à un laboratoire d'utiliser Gmail s'ils n'avaient pas un autre choix, d'utiliser Dropbox s'ils n'avaient pas un autre choix. Aujourd'hui, ils ont le choix. Voilà. Et le choix, c'est ces offres alternatives sécurisées qu'on a mises en œuvre, qui s'appellent Core et qui s'appellent OnCore. Alors Dropbox, c'est quelque chose qui est générique, hein, on ne peut pas le personnaliser métier, si je puis dire. Donc la grosse différence entre ce que je vais vous présenter Dropbox, c'est que nous, pour la partie portail, on l'a personnalisé métier. Pendant des mois, on a travaillé avec des chercheurs et des IT pour essayer de définir comment il fallait présenter les choses, leur présenter les choses pour refléter au travers d'un portail leur quotidien. Voilà. Et puis, l'autre partie de Dropbox, l'autre avantage, c'est l'accès à ces informations à soi, ces fichiers à soi. Je suis en train de préparer dans l'avion pour venir ici un PowerPoint pour ma présentation de la semaine prochaine. Mais ce week-end, quand je vais à ma maison de campagne, je vais pouvoir y accéder depuis mon PC perso. Et puis quand je serai au bureau, j'ai oublié mon portable donc, chez moi, donc je vais y accéder avec un autre PC. Et puis si j'ai une tablette, ensuite dans le métro, je vais pouvoir y accéder. C'est ça l'objectif. Depuis n'importe quel device, depuis n'importe où, accéder à mes informations. Et ça, c'est le service qu'on va mettre en place qui s'appelle OnCore. Voilà. Donc, avec des options que vous pouvez choisir à la carte, c'est-à-dire que vous allez dire,
tel type de fichier, tel fichier sur lequel je suis en train de travailler, une présentation PowerPoint par exemple, celle-là, eh ben, chaque fois que je fais une mise à jour, je veux que ça aille synchroniser cette mise à jour sur l'ensemble de mes appareils, ou pas. Voilà. Ça, c'est un premier service. Le deuxième service, c'est que vous travaillez sur un PowerPoint, vous voulez le partager avec d'autres personnes, donc ben, vous allez leur dire à tel endroit, il y a ce machin-là, et vous le mettez en partage de fichiers, façon Dropbox. Voilà. Donc ça, c'est facile. Après, vous avez un document qui est plus ou moins confidentiel. Vous ne voulez pas l'envoyer par messagerie, parce que crypter un document ou chiffrer un document en pièces jointes sur la messagerie, ce n'est pas toujours simple. Donc, ben, vous allez envoyer en fait à la personne avec qui vous voulez partager ce document simplement un lien. Et en cliquant dessus et en s'identifiant, la personne pourra accéder au document. Ça, c'est aussi un service que va proposer Core, OnCore. Est-ce que j'ai fait la liste complète là? Oui. Donc j'accède depuis n'importe où, avec n'importe quel type de device, d'appareil, à mes informations personnelles. Ça, c'est le numéro 1. Et deuxièmement, je peux partager avec qui je veux de façon simple, ultra simple, ces mêmes informations. Voilà, ça c'est le deuxième service. Quand je dis ultra simple, c'est vous êtes sur un fichier Word, vous voulez le mettre dans OnCore, vous le glissez. Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment complètement intégré, complètement interactif. Plus simple que ça, il n'y a pas. Sans rentrer dans la technique, OnCore, pour pouvoir faire tout ça, va prendre votre fichier, va le synchroniser ensuite sur un serveur central. Le serveur central, en fait, il est là. Et donc, on utilise ce serveur central pour faire en même temps la sauvegarde. Voilà. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. On prend la copie de ce que vous avez sur votre PC ou votre Mac, et puis on va le mettre sur le serveur central de sauvegarde. Et c'est à partir de ce serveur central qu'ensuite, vous allez pouvoir accéder à l'information depuis n'importe où. Donc, on fait des économies au niveau du stockage, on fait des économies au niveau des outils. Voilà. Et pour la petite information, pour faire du OnCore, on utilise un outil libre, voilà, qui est gratuit. Donc, il y a juste un petit runtime à mettre sur votre poste, ou vos postes, en fait. Hein. Donc, ça, c'est la première façon d'éradiquer Dropbox, parce qu'il faut sortir de Dropbox le plus vite possible, comme il faut sortir de Gmail ou les autres le plus vite possible, parce que ce n'est pas sécurisé. Voilà. Et l'autre façon, c'est d'utiliser le portail Core, en complément. J'ai envie de dire, entre les deux, Dropbox, c'est pour faire accéder à ces informations, ok, mais pour partager les fichiers, c'est pour partager des fichiers sans rentrer dans un cadre très structuré, avec une gestion d'identité compliquée, etc. Voilà, c'est plus souple, c'est du temporaire, j'ai envie de dire, pour partager les fichiers. Quand on rentre dans du plus structuré, du plus formel, c'est parce qu'on est derrière un projet scientifique ou autre, hein, ça peut être un projet administratif, fonctionnel, tout ce qu'on veut, ou une collaboration. Hein, vous êtes le réseau des, je sais pas moi, le réseau des opticiens, le réseau des mécaniciens, le réseau des archéologues, le réseau des informaticiens, le réseau des généticiens, etc. Derrière Core, vous allez voir, il y a la possibilité de gérer comme ça un espace qu'on va partager avec sa communauté. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus structuré. Au niveau de la sécurité, de la gestion des accès, c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé, donc plus contraignant. Mais ça reste quand même relativement souple malgré tout. Donc c'est un petit peu la frontière, comme ça que je définirais la frontière entre l'utilisation d'un côté de Core et de l'autre côté de OnCore. Alors Core, c'est quoi? C'est moi qui... Voilà. Ça, c'est le portail d'accueil de Core. Core, ça veut dire Communauté pour la recherche ou Community for Research. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre derrière ce portail d'accueil tous les outils, donc un point d'entrée central. Vous arrivez le matin, d'un côté, vous ouvrez la messagerie, de l'autre, vous ouvrez Core, et là, vous avez, au travers de ces deux-là, accès à l'ensemble des outils informatiques dont vous avez besoin. Donc, il y a trois niveaux dans Core. Mon unité, mes informations, mes projets et collaborations. Mon unité, c'est tous les outils que vous utilisez au quotidien d'un point de vue administratif, on va dire, au sens générique du terme. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver les outils que vous allez utiliser pour gérer votre temps, les absences, pour gérer vos missions, les achats, etc., etc. Et en gros, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une des rubriques?
il y a un pop-up qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et on va retrouver à la fois tous les outils du laboratoire qui ont été plugués derrière le portail, et tous les outils institutionnels qu'est obligé, entre guillemets, d'utiliser votre laboratoire. Et quand je dis institutionnel, c'est le CNRS, mais c'est aussi les autres tutelles. C'est l'université, c'est l'INSERM, etc., etc. Toutes les tutelles du laboratoire, on va mettre un lien derrière le portail vers ces outils institutionnels que vous devez utiliser au quotidien. Voilà. Alors, et bien sûr, il y a aussi tous les outils du laboratoire, parce qu'il y a plein de labos qui ont développé des pléiades d'outils administratifs pour gérer leurs colloques, pour gérer je ne sais quoi. Et j'ouvre une parenthèse, on s'est lancé lentement, parce qu'on a des moyens quand même qui sont un petit peu limités sur le sujet, mais on y croit dur comme fer, dans une démarche où on est en train d'essayer de scanner l'ensemble des laboratoires de France et de Navarre pour repérer un peu, pour chacun de ces domaines fonctionnels et sous-domaines fonctionnels, l'outil qui a été développé et qui va bien et qu'on pourrait essayer de nationaliser en l'industrialisant, de reprendre la gestion de cet outil au niveau national pour soulager bien sûr le labo qui l'a fait et de l'offrir à l'ensemble des laboratoires. Voilà. Donc comme ça, les labos, au lieu de s'embêter à développer des Excel ou des Access pour gérer je ne sais quoi, parce que ce n'est pas leur métier de faire ça, leur métier c'est de faire de la recherche, eh bien, on les décharge de ces tâches entre guillemets techniques qui ne leur apportent pas grand-chose, et puis on essaye d'utiliser les bonnes recettes des autres labos pour les partager avec l'ensemble des labos. Voilà. Et donc on les plug derrière, on les pluguera derrière le portail. Il y a déjà quelques applications, vous allez voir quand on va lancer ça en décembre, je crois, nouveau portail. Il y a déjà quelques applications comme ça qu'on a essayé de nationaliser. Il y a Azure Colloque, il y a... j'ai oublié les noms. Enfin, voilà, il y a quelques applis comme ça qui sont pas mal. Et en plus de ça, l'avantage quand on fait ça, c'est que nous, au niveau national, à la DSI, on développe des web services entre ces applications pour qu'elles soient aussi intégrées. Et Azure Colloque, notamment, on est en train de développer des web services avec un autre outil qui en amont ou en aval des colloques, je ne sais plus, pour que ce qui a été saisi dans l'un puisse être réutilisé dans l'autre, voilà, sans ressaisie, etc. Et petit à petit, on va essayer d'enrichir cette base d'outils administratifs nationaux. Tout ça avec l'objectif qui est de vous rendre service. Le leitmotiv de tout ce que je vous ai montré, c'était indiqué en haut de l'écran tout à l'heure, c'est de simplifier le quotidien du laboratoire. Simplifier et bien sûr sécuriser le quotidien du laboratoire. Voilà. Donc, le timing, et je passe un petit appel au nom de Martine Constanzo, qui est la responsable informatique de la délégation, et qui va, avec son équipe, avoir la lourde tâche de déployer le portail à la fin de l'année, quand on aura fini la recette. C'est en fait, dans chaque laboratoire, il faut faire l'effort de plugger les applicatifs du laboratoire et puis les applicatifs institutionnels derrière le portail pour qu'ils soient opérationnels. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette première partie. Avant d'attaquer les deux autres parties, juste un petit aparté sur la droite, il y a marqué actualité et puis lien. Actualité, là, l'idée c'est de faire descendre de façon automatique dans votre portail toutes les actualités dont vous avez besoin. Alors il y aura celle du CNRS, de la DIRCOM du CNRS, donc toutes les communications institutionnelles, des universités desquelles vous dépendez, des autres organismes, etc. Et puis, ça c'est pour la partie générique. Et puis après, on a mis autre flux, c'est à la carte, c'est vous qui choisissez. Vous êtes informaticien, vous mettez ZDNet, 01, etc. Vous êtes archéologue, j'imagine qu'il y a des news qui sortent comme ça de sites spécialisés. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez en concentré et que vous puissiez organiser justement ces flux, RSS, etc., comme vous le vouliez à la carte. L'autre partie, ce sont les liens. C'est un peu les liens vers votre quotidien. Il y aura bien sûr des thèmes génériques qui sont les annuaires, puisqu'il y aura l'annuaire du labo, et a priori, il est plutôt là-haut. Il y a l'annuaire des universités tutelles, des organismes tutelles, etc., du ministère, je ne sais pas avec qui vous bossez, etc. Les offres d'emploi, l'idée, c'est de mettre les liens là-dedans vers tous les sites d'offres d'emploi de tout le monde. Les appels à projets, ça vous concerne. On injecte là-dedans tout le travail qui est fait par les différents services au CNRS, dans les universités, je suppose dans les autres organismes, pour aller recenser les appels d'offres et vous les mettre à disposition. Le NT,
s'il y a des enseignants-chercheurs parmi vous, c'est le lien vers le NT de l'université duquel il dépend, et puis les différents intranets, dont celui du CNRS, en l'occurrence. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le même principe, c'est des liens directs, c'est à la carte, c'est vous qui choisissez un lien vers HAL, vers Web Science ou je ne sais quoi. Voilà. Donc quelque chose qui est un petit peu sur mesure. Je reviens à la partie gauche, mes informations, mes projets et collaborations. Mes projets et collaborations, c'est bien sûr, ça fait partie des sticky services du portail. Hein. C'est votre métier, c'est vous gérez des projets, vous gérez des communautés, vous faites partie d'une communauté. Et donc, c'est au travers de cette partie-là qu'on va vous donner des outils pour ouvrir un espace que vous allez partager, accessible depuis le bureau, ou depuis chez vous, ou depuis la rue avec une tablette, etc., depuis n'importe où, de façon sécurisée. Donc, un projet scientifique, il y aura un leader du projet, c'est lui qui va se charger d'ouvrir l'espace. On va l'aider, que ce soit au niveau de la délégation régionale qui est là en support, comme au niveau des informaticiens laboratoires, si vous en avez qui s'investissent, qui veulent s'investir là-dessus. Hein. On va vous créer un certain nombre de services de base pour partager des documents, pour partager un calendrier, un forum, des wikis, ce genre de choses. On n'est pas dans du développement, là. Hein. On est dans du paramétrage, uniquement. C'est l'avantage de ces plateformes collaborative, hein. En l'occurrence c'est SharePoint qui est derrière, et donc ça permet de faire du sur-mesure très facilement, très très rapidement. Voilà. Et donc il y a un autre travail à faire quand vous ouvrez un espace projet, c'est de définir qui aura droit d'accéder à cet espace. Donc là, il y a deux axes. Il y a tous ceux qui sont dans le laboratoire, qui sont donc dans le super annuaire LabIntel, hein, donc qu'ils soient sur le payroll du CNRS ou pas, hein, qu'ils fassent partie d'une autre tutelle, qu'ils soient payés par une autre tutelle, ils sont dans la LabIntel, donc il n'y a pas de souci. On va les chercher, on les liste, ils ont le droit de rentrer. On peut faire du sur-mesure aussi pour certaines parties, certains types de documents, en disant cela c'est ultra réservé à une plus petite liste. On peut aussi faire du chiffrement de certaines parties pour que ça soit ultra confidentiel, etc. Si on est dans une ZRR ou ce genre de choses, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis, il est ressorti des groupes de travail avec les chercheurs, c'est que clairement, un projet scientifique, ou a fortiori un projet non scientifique, une extension de laboratoire, ce genre de choses, ça se fait aussi avec des partenaires externes. Donc il y a la possibilité de faire rentrer aussi dans cet espace des partenaires externes, des scientifiques d'un autre pays, des scientifiques ou des partenaires d'une société privée, un laboratoire privé, ou Bouygues, à qui vous travaillez, je ne sais quoi, pour construire l'extension de laboratoire, et puis voilà, etc., etc. Donc ça, on appelle ça des partenaires externes, on leur ouvre un compte cru qui passe par Renater. Renater, c'est une entité qui gère la backbone réseau de l'ensemble du réseau recherche. Et donc, ça reste sécurisé, puisqu'il y a une procédure pour créer ces comptes crus. Et en fait, c'est vous qui vous engagez pour la personne que vous autorisez à venir sur cet espace, la personne externe. Voilà. C'est un peu la façon de sécuriser le système. Vous vous engagez de la bonne moralité, si je puis dire, de la personne que vous autorisez à venir sur cet espace. Voilà. Avec normalement une procédure, je dis normalement, je ne sais pas si elle est déjà en place, c'est que tous les 3 mois, 6 mois ou 9 mois, selon les cas, on va vous redemander de revalider que la personne a toujours le droit d'accéder à cet espace. Voilà. Alors, la grosse différence quand même, il faut le préciser, entre vous qui êtes dans un laboratoire et le partenaire externe, c'est que vous avez accès à l'ensemble du portail. Lui, il a accès juste à l'espace pour lequel vous l'avez autorisé à rentrer, l'espace du projet, ou de la collaboration. Hein. La collaboration, je rappelle, c'est une communauté, ou ça peut être une collaboration, ça peut être aussi le comité de direction, entre guillemets, du laboratoire. Hein. Ça peut être un comité de direction, ça peut être un réseau entre différentes universités et organismes pour une fonction donnée. Par exemple, on nous avait demandé d'ouvrir pour les DIRCOM un espace collaboratif, voilà, une collaboration DIRCOM. Mais de la même façon qu'on est en train d'ouvrir pour toute la chaîne qui va depuis le siège du CNRS jusque dans le laboratoire, par exemple pour les RH. Dans un labo, vous avez un correspondant RH. Dans la délégation régionale, il y a un correspondant RH. Et au siège, il y a le DRH. Voilà, donc ça, c'est le genre de collaboration qu'on peut ouvrir. Et c'est très facile à faire. Et c'est très facile à utiliser. Et encore une fois, on est toujours dans le cadre de la mobilité, puisque c'est accessible depuis n'importe où.
Voilà. Vous aurez du mal, en toute transparence, quand même, à utiliser ça avec un iPhone. Hein, parce que l'iPhone, l'écran, il est tout petit. Mais c'est faisable. Hein. Donc, on n'a pas fait des écrans qui sont dédiés aux petits smartphones, si je puis dire. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec une tablette, on n'a pas besoin de faire du sur-mesure. C'est facilement exploitable. Et là, justement, je suis en train de tester là, un Galaxy Note. Donc, c'est un 5,6 ou 7 pouces. Franchement, on peut naviguer dans des écrans comme ça sans problème. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Projet, collaboration, appel à projet, ça c'est aussi quelque chose d'important. Avant de passer au projet, il y a des appels à projet, il faut y répondre. Des fois, c'est avec des collègues qui sont répartis sur d'autres laboratoires, sur d'autres régions, sur d'autres pays. Là, on a un outil qui est très simple d'utilisation. Pareil, on ouvre l'espace appel à projet, on définit qui a le droit d'y aller, et puis depuis n'importe où, avec n'importe quel appareil et n'importe quand, la personne peut aller dans l'espace et commencer à compléter en mettant son CV, en enrichissant le texte qui a déjà été fait par l'autre collègue, etc., etc. On peut travailler sur le même document en même temps, au même moment. Donc ça va assez loin quand même dans les possibilités. Avec, bien sûr, on n'est pas dans un traitement de texte avec 50 000 possibilités, mais de plus en plus, ça s'améliore. Et juste pour information, parce que j'oublie à chaque fois de le dire, maintenant ça me vient à l'esprit, c'est une version de SharePoint 2010 qui va basculer d'ici peu en 2013, qui offre beaucoup plus d'informations, de possibilités, et notamment de souplesse au niveau des traitements de texte, etc. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc les appels à projets, vous répondez à tout ça. Vous allez chercher, je vais en parler tout à l'heure, dans votre CV corps, votre CV ou des parties de votre CV, vous les glissez dans l'appel à projet, dans la réponse à l'appel à projet. Vous avez besoin de la liste des projets, des publications du laboratoire. Vous allez en haut, il doit y avoir un espace labo là, où on recense toutes les publications du labo. Vous allez les chercher, vous les mettez dedans, etc., etc. Et une fois que, parce que vous avez été très très bon, vous avez gagné l'appel à projet, il n'y a plus besoin de ressaisir toutes ces informations qui existent déjà dans Core. Vous faites un petit peu de ménage, et puis ensuite vous changez le statut, et de appel à projet, on passe à projet. Voilà. Et donc, après, vous continuez à vivre avec le matériel qui a été stocké derrière le numéro de projet et le libellé du projet. Alors, après, il y a d'autres outils qui sont liés au projet. C'est les contrats, c'est les publications, c'est tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps et je voudrais quand même garder 5 minutes sur la partie mes informations qui est quand même très importante, je pense, pour vous à avoir en tête. Mais disons qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va développer de nouveaux services dans ces parties-là. Là, mes publications en cours, vous êtes en train de faire une publication. Vous savez bien qu'une publication, on ne la fait pas seule, c'est assez rare. Donc là, c'est le même principe, on ouvre un espace, il y a les petites mains, entre guillemets, qui font les publications, puis il y a le directeur de la publication qui peut se connecter aussi, enrichir, etc., etc. Donc c'est le même principe, on définit tous ceux qui ont le droit d'aller voir ou faire des choses dans cet espace publication en cours. Voilà. Le reste, je zappe parce qu'on n'a pas le temps, et je remonte sur la partie mes informations. Donc là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus sioux, c'est un petit peu plus touchy. Le CV Internet, c'est simplement un petit service pour rendre service, si je puis dire, à ceux qui ont besoin de publier sur Internet leur CV. Donc, en anglais et en français, vous descendez votre CV sur un Word ou je ne sais pas quoi, vous appuyez sur un bouton, ça se transforme en PDF et automatiquement c'est publié sur une ferme de CV et vous n'avez pas à gérer ça. Voilà, c'est tout. Vous voulez faire une modification de votre CV, vous ramenez votre CV, vous faites la modification et vous refaites la même manip et ça écrase l'ancien CV et c'est publié sur la ferme et vous faites ça en anglais, vous faites ça en français. Voilà. Donc ça c'est juste pour rendre service. Mon CV Core, c'est un point important. L'idée c'est que une fois pour toutes, on vous donne un espace sécurisé. Quand je dis sécurisé, c'est à la fois contre les agressions extérieures ou les malveillances, mais aussi en termes de confidentialité, vous pouvez gérer la confidentialité. Il y a un point qui est très important qui ressortait dans nos échanges avec les chercheurs, c'est que tout le monde n'a pas envie de partager tout. Donc un vieux chercheur, c'est-à-dire celui qui commence à avoir des choses à cacher, donc à partir de 40 ans à peu près, c'est ce qu'on nous avait expliqué, il a besoin de définir un degré de confidentialité
pour les informations qu'il va stocker là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que ces informations peuvent être exploitées. Demain matin, il y a une crise du chikungunya 4. On a besoin en urgence de savoir quels sont les experts en France qui sont capables d'intervenir en urgence sur cette crise. Eh bien, on va lancer une recherche sur corps, ça va scanner tous les CV et ça va ressortir ceux qui sont spécialistes du chikungunya, plus ou moins. Donc ça c'est une des utilités. Une autre utilité, c'est petit à petit d'arrêter de vous embêter à vous demander de remplir des Excel pour qu'on sache quels sont les labos qui ont telle compétence. Enfin, chaque semaine ou chaque 15 jours, on vous demande comme ça de remonter de l'information. Si ça, c'est dans le CV, soit des chercheurs, soit dans ce qu'on appelle la carte d'identité du laboratoire, soit dans ce qu'on appelle aussi la carte d'identité du projet ou de la collaboration, on peut faire ça de façon complètement automatique pour tirer des statistiques. Voilà, donc ça vous déchargera de tout ce travail administratif sans valeur ajoutée. Donc je reviens sur mon CV Corps. L'idée, c'est tout simplement, on a compartimenté ce CV, on l'a construit avec des chercheurs là aussi, parce que nous, on exécute ce qu'on nous dit en gros. Hein. On n'a pas d'idée là-dessus, on n'est pas des chercheurs. Donc on a compartimenté un CV, donc les brevets, le parcours académique, les publications, l'administratif, etc., etc. J'ai plus tout ça en tête. Et puis l'idée, c'est qu'une fois pour toutes, c'est là que vous mettez vos informations et que vous gérez vos informations et que vous les mettez à jour au fur et à mesure. Et à partir de ce CV Corps, ensuite, vous réutilisez tout ou partie de ce CV pour les besoins sur le rapport d'activité, pour remplir un appel à projet, pour je ne sais quoi. Voilà, donc ça c'est l'idée, et puis ça va vous servir de référence. Et au travers aussi de cette démarche dans le CV du chercheur ou de l'IT, on alimente la partie du haut, qui est la carte d'identité du laboratoire, parce que le laboratoire, il doit se vendre aussi, hein, il doit aussi dire les publications qu'il a faites, etc., dans le rapport d'activité notamment. Et puis, pareil pour les projets. Le projet il doit se vendre aussi, il doit être un peu visible. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre aussi un certain nombre d'informations qui pourront être ensuite exploitables par rebond. Donc, deux sous-points sur le CV Corps. On essaye de simplifier les choses au niveau des publications. C'est pas facile les publications, hein, c'est un vrai sujet. Donc, surtout que très vite, un chercheur il peut arriver à 150, 200, 250 publications. Donc, l'idée, c'est de voir avec HAL, au départ, on ne voulait pas stocker les publications. Alors, quand je dis stocker les publications, c'est plutôt les en-têtes de publications. Je ne sais plus quel est le terme consacré, mais ce n'est pas la publication en elle-même, hein, c'est juste l'en-tête. C'est ça qui compte pour pouvoir être visible, c'est ça qui compte pour pouvoir faire de la statistique, pour repérer des gens, etc., etc. Donc, cette en-tête, au minimum, c'est ça qu'il faut mettre là-dedans. On va essayer, on avait commencé, mais il y a eu des changements de direction, donc on va repartir de zéro, avec HAL, de voir comment on peut essayer d'automatiser, entre guillemets, soit en remontant vers HAL, soit en descendant vers HAL des informations, justement ce qui existe déjà en termes d'informations dans HAL pour le descendre dans le corps, ou alors d'utiliser ce qu'on met dans le corps pour le remonter automatiquement dans HAL, de cette façon automatique grâce aux Web Services. Donc, après, il y a des réflexions avec Web of Science ou ce genre de base internationale. C'est pas évident. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de simplifier. Le seul domaine où on essayera de faire de l'automatisation, de la sommatisation, c'est les publications. On a renoncé sur les brevets, on a renoncé sur les autres sujets. Pourquoi? Parce que vous ne déposez pas un brevet toutes les semaines. Et donc, là, le seul effort qu'il y a à faire, c'est de mettre tous vos brevets une fois pour toutes dans le CV Corps, et après, quand vous avez un nouveau brevet, vous le rajoutez. On aurait pu, il y a une base sur les brevets, c'est de faire une descente automatique, mais c'était faire un effort informatique qui ne rapportait pas grand-chose. Voilà, donc on a renoncé. L'autre point, et c'est toujours pour essayer de vous rendre plus visible, etc., de faciliter toute la partie DIR, alors que je suis de la direction de la DIR, de l'information, je ne sais plus comment ça s'appelle, la DIST, c'est qu'on voudrait travailler avec l'INIST. L'INIST, c'est un organisme, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est à Nancy, 300 personnes, il y a des linguistes, ils travaillent sur des thésaurustes par thématique. Donc il y a un gros dictionnaire qui s'appelle Termes Sciences, par discipline scientifique, avec toute une arborescence. Et en fait, en permanence, ils scannent tout ce qui se fait en termes de publication, en termes de tout ce qui circule sur la recherche, sur le net ou ailleurs, pour essayer d'aller chercher les nouveaux mots-clés et mettre à jour leur dictionnaire. Donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de faire en sorte de mettre un lien automatique entre
ce CV web, ce CV core, et puis leur thésaurus, pour que quand vous allez qualifier votre publication, quand vous allez qualifier votre projet, quand vous allez qualifier les compétences de votre labo, quand vous allez vous qualifier vous sur votre CV, avec toujours ces deux niveaux dont je parlais, celui qui est public et celui qui est entre guillemets confidentiel, hein, au choix, vous n'ayez qu'à tirer les mots-clés de la base de données de l'INIST pour ensuite avoir donc une qualification avec des mots-clés qui sont entre guillemets standardisés, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et donc, avec un système aussi qu'on vous met à disposition pour que quand vous créez un nouveau mot-clé, il y a un système qui va mettre automatiquement à jour le dictionnaire national. Voilà. Ça paraît un peu science-fiction, ça paraît un peu compliqué, moi en tout cas c'est compliqué pour moi de l'expliquer. À faire, c'est pas grand-chose. À mettre en place, c'est pas grand-chose. Les vertus que ça a d'utiliser un système comme ça, elles sont énormes. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Et après, c'est juste une question de réflexe, de changer ses habitudes, etc. etc. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens, quand je fais ce genre de présentation, souvent on me dit, ben justement, tiens, ça nous intéresse, parce que nous, on est en train de faire notre petite base, machin, etc. Donc voilà, petit à petit, ça devrait apporter une vraie valeur ajoutée à tout ça. Alors, je regarde s'il y a des choses importantes dont je n'ai pas encore parlé. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait l'essentiel. Le temps imparti est dépassé. Et puis, je crois que là, vraiment, il y a des gargouillis dans tous les estomacs. Donc, si vous avez quelques questions, je suis prêt à y répondre. N'hésitez pas. Oui. Deux questions. L'accès au portail corps pour les non-permanents, est-ce que c'est possible? Non permanente, c'est-à-dire? Un non permanent, comme vous dites. Donc, à partir du moment où, pour nous, il met les pieds dans un laboratoire, il est considéré comme un chercheur. Et donc, il a les possibilités du chercheur, il a aussi les contraintes. Alors, c'est une question importante. Avant de répondre à votre question, parce que j'ai oublié, je voudrais faire juste un petit zoom de 2 minutes là-dessus. On se rend compte à l'usage, hein, que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de laboratoires qui sont pauvres en ressources humaines ou même financières dès qu'on parle d'informatique. Donc ça, c'est un point important. Il y a eu plein de tentatives de faire des offres de services nationales où en direct, on adresse le laboratoire, ça ne marche pas. Même avec les gros labos, et étonnamment, des gros labos viennent vers nous pour toutes ces offres dont je vous ai présentées, c'est assez étonnant. Ils ne veulent pas s'en occuper, ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc même s'ils ont des ressources, ils n'ont pas le temps. Et donc, user et abuser des services de la délégation, ils sont là pour vous orienter dans cette constellation de services, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour aussi vous aider à la mise en œuvre de ces services dans votre laboratoire. Donc voilà, c'est une petite équipe, ils souffrent beaucoup parce qu'ils ne sont pas assez, mais petit à petit, ça va se structurer un peu mieux. Voilà. Surtout, utilisez-les, et c'est vraiment la condition sine qua non pour que ça marche bien. Je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire quand même. C'est ce qui fait quand même la différence entre ces offres de service du CNRS et puis ce qu'on peut voir un peu partout dans la presse. Nous, on ne fait pas de pub, mais par contre, on a mis en place quelque chose qui est opérationnel. Déjà, le cloud est opérationnel, et ça fait un moment déjà. Donc, c'est plus du PowerPoint seulement. Et surtout, on a cet avantage d'avoir un support régional, un support local. En plus, je pense que Martine et son équipe connaît beaucoup parmi vous, beaucoup de gens, donc c'est plus facile, etc. Donc, utilisez-les. Alors, maintenant, je reviens à votre question. Vous êtes dans un laboratoire du CNRS. Que vous soyez sur le payroll du CNRS ou pas, vous avez accès à OnCore et vos 10 gigas. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire la différence. Voilà, on ne veut pas la faire. Et donc, du coup, vous avez accès à la sauvegarde. Vous êtes... la messagerie, j'ai dit, c'est tout le monde ou personne. Donc, là, c'est individuel encore. C'est personne par personne. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, même si votre collègue d'à côté l'utilise. Le portail, bon, le web conferencing, ça, c'est tout le monde aussi. Ça sera tout le monde dans le laboratoire. Mais en fait, on va utiliser tout simplement le support d'Office 365 hein, de Microsoft. Et puis, le portail collaboratif Core, pour l'instant,
c'est tous les labos, le CNRS est présent. Et puis, je ne sais pas trop, on a des POC qui sont... parce que ce que je vous ai présenté là, en fait, on a déployé la même chose au siège dans les entités administratives. Au départ, on avait fait un corps admin et un corps labo, puis on s'est rendu compte que c'était exactement les mêmes besoins, y compris pour la partie publication, tout ça, parce que dans un siège, il y a des directeurs d'institut, il y a plein de chercheurs dans un siège. Ils ont des pubis, voilà. Donc, et puis du coup, il y a des universités qui nous ont demandé, qui sont intéressées par corps pour le mettre... pas dans les labos, puisque ça va déjà partir côté labo, mais sur la partie personnelle de l'université. Donc on va peut-être faire des POC. En gros, je suis en train de voir avec Microsoft comment on pourrait, d'un point de vue financier, faire ça. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en train de se tramer, donc je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas le droit et ce serait malvenu. Mais toujours est-il que, voilà, l'idée c'est qu'à terme, il ne peut pas y avoir différents outils collaboratifs dans un laboratoire, il faut qu'il n'y en ait qu'un déjà, parce que même si vous êtes payé par différentes tutelles dans un labo, vous travaillez sur le même projet. Voilà, donc il faut qu'il n'y ait qu'un seul produit. En plus de ça, j'ai envie de dire, contrairement à un Dropbox ou à je ne sais quoi, c'est un outil, comme vous pouvez le voir, qui a été pensé recherche, quoi. C'est calqué sur les process de la recherche au quotidien. Voilà. Et puis, que ce soit dans le labo ou autour du labo. Donc j'espère que ça va faire tache d'huile et qu'on pourra, même les labos où le CNRS n'est pas présent, l'installer sans trop de problèmes, etc., etc. Alors en fait, j'ai deux questions. La première, c'est sur le stockage. Vous avez dit qu'on aurait le droit, on pouvait demander du stockage, mais on peut vous demander du gros stockage. Je vous demande 400 Tera, c'est faisable? Ouais. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette question. Écoutez, ça va un peu trop vite pour nous, là, parce qu'on nous demande à faire du calcul scientifique sur le cloud, on nous demande à faire du gros stockage, du big data ou je ne sais pas quoi, etc. Pour être franc, ce n'est pas l'objectif de départ. D'accord. D'un autre côté, alors on n'a pas beaucoup de temps, c'est un peu dommage, mais à côté de ça, en parallèle, on est en train de déployer ce qu'on appelle un schéma directeur SAS, avec 2 S au début, service de stockage, d'archivage et de sauvegarde. Voilà. Pourquoi? Parce que le stockage du 400 Tera, il y en a de plus en plus. Il y a des disciplines qui ne consommaient rien du tout en termes de gigas, qui aujourd'hui sont passées au-dessus du Tera. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et tout ça en l'espace de quelques années. Hein. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de coûts, il y a une explosion des coûts, quoi. Et comme tout ça est fait de manière un petit peu anarchique, ça commence à coûter trop cher. On pourrait faire moins cher. Donc on a lancé déjà il y a 2 ans ce schéma directeur pour essayer d'utiliser toutes les ressources à disposition, le CINES, l'IN2P3, enfin, tous les acteurs qui aujourd'hui peuvent faire du stockage et du traitement, et d'essayer de tirer une sorte de bonnes pratiques, de guide des bonnes pratiques, et de vous le donner en disant, ben, dans ce type de cas, allez au CINES, dans ce type de cas, venez sur le cloud là, dans ce type de cas, etc. etc. Ça, c'est la théorie. Après, il y en a qui font déjà du calcul scientifique sur le cloud, il y en a qui vont déjà stocker de grosses quantités, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été obligé de mettre des nouveaux services sur les VM, où il n'y a pas, comment on dit, de backup. Il y a un degré de service, un niveau de service qui est moindre pour faire baisser les coûts, parce qu'on arrive à des grosses quantités. Bon, même si gros labos, souvent, les coûts, ça ne les rebute pas trop. Hein. Mais toujours est-il que l'idée, c'est quand même pas de servir que les gros labos, c'est de servir tout le monde. C'est pour ça qu'on fait quelque chose à la carte, et donc à tous les prix. Donc, oui et non. Voilà, il y a un cloud recherche côté calcul scientifique. Hein. Il y a un cloud recherche, c'est ce que je vous présente là, au départ côté gestion, mais maintenant ça devient gestion en sciences larges, puisqu'il y a plein de gens qui mettent leur appli de biologie là-dessus et qui les font tourner. Alors ce n'est pas des 400 Tera derrière, hein. Il faut rester raisonnable. Mais en tout cas, pour répondre finalement en conclusion à votre question, je dirais que la réflexion, on l'a menée pour le dernier S du schéma directeur SAS, et c'est ça. Sauvegarde, on part de OnCar et on arrive à la sauvegarde du poste individuel. À côté de ça, on est confronté, même nous à la DSI, avec ce qu'on commence à avoir 5 années de SAP et ces systèmes de gestion à historiser, etc. Donc on a besoin de descendre les coûts de stockage. Donc on travaille sur le côté archivage. Et là, on commence à avoir des bonnes solutions, surtout qu'on travaille en partenariat avec Dell, etc., pour introduire des nouvelles technologies, qu'on essayera de mettre de façon mutualisée, bien sûr.
Et donc, c'est pour ça, on en parlait encore tout à l'heure, moi je suis au conseil d'administration de Renater. Donc Renater, je rappelle, c'est le réseau national, le réseau télécom, hein, qu'on utilise tous là dans la recherche, pour augmenter le rythme des investissements pour passer au 100 gigabits, afin qu'on puisse le plus possible faire passer du 400 Tera et pas être obligé d'être à côté du serveur qui les traite pour faire le stockage. Parce que si on est à côté, on ne mutualise pas et donc on ne fait pas baisser les coûts. Donc voilà, vous êtes quand même à 10 gigas là, c'est déjà pas mal. Et puis on espère que vous allez passer à 100 gigas rapidement. Le 100 gigas, il va exister sur la backbone de Renater. Maintenant, ce qu'il faut, c'est au niveau régional, qui est entre le campus et puis Renater, il y a du 100 gigas. Voilà, donc on y travaille, pas assez vite, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien que ça soit déjà fini. Mais c'est un gros morceau, le stockage. Hein. C'est un très très gros morceau. Il y a des dizaines de millions d'économies à la clé. Et pour être honnête, c'est un petit peu l'anarchie. Chacun y va de ses solutions, de sa stratégie, etc. Et nous, ce qu'on essaye de faire, lentement mais sûrement, j'espère en tout cas, c'est de faire le lien entre tous ces acteurs qui participent à ça et donner un petit peu de lien. Voilà. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que justement c'est compliqué, trouver une solution, c'est pas facile. Alors deuxième question qui est plus simple, c'est sur l'environnement partagé. Est-ce qu'il y aura possibilité de le customiser? Par exemple, vous dites messagerie unifiée. Est-ce que vous gérez les domaines de messagerie? On pourra créer des listes de diffusion, par exemple, au sein d'un labo avec ça ou pas? Alors, et je pose ma deuxième, puisqu'elle va pareil. Vous dites que vous allez, si les laboratoires se connectent, donc plug le système pour avoir l'annuaire du laboratoire, les choses comme ça, est-ce que derrière on pourra extraire des données de cet annuaire pour avoir une représentation qui nous est personnelle, parce qu'on veut avoir, je sais pas, un camembert du nombre d'étudiants qu'il y a dans le labo, tout ça. Est-ce que nous, après, on pourra, les développeurs, aller puiser quelques données dedans pour customiser le visu? Alors, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions. Sur la première, concernant la messagerie, c'est une messagerie qui est multidomaine. Donc aujourd'hui, vous avez un nom de labo.fr, vous gardez le nom de labo.fr. Ou vous ne le gardez pas. Hein. Vous voulez prendre une adresse cnrs.fr, on vous la donnera. Voilà. Donc ensuite, sur la personnalisation, les listes de diffusion, oui, bien sûr, me dit Martine. Donc voilà. Et sur le dernier point, je ne sais pas répondre. Franchement... je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, tous les labos ont des annuaires, enfin la plupart des labos ont des pages web avec des annuaires, tout ça, qu'ils ont fait eux-mêmes, et donc ils ont peut-être créé des outils dont ils se servent, mais là, si on plug le système core, c'est encore mieux, parce que tout est centralisé sur la... Mais si ils veulent toujours garder cet outil, est-ce qu'il y a un petit web service paramétrable pour pouvoir garder les outils qu'ils avaient avant? Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire, il y a de bonnes chances. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Sur un projet scientifique, ils utilisent un annuaire qui est à Heidelberg. Donc on n'utilise pas un annuaire qui est là-dedans, hein, on utilise un annuaire qui est externe. Je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'on puisse après faire tout ce qu'on veut, comme vous l'avez décrit, mais bon, en tout cas, ça donne un petit premier élément de réponse. Oui. Oui, mais... Oui, non, ça je suis d'accord, mais par exemple, si j'ai besoin de données sur des anciens qui étaient présents dans le labo, si je veux faire des stats sur les étudiants qui avaient il y a 5 ans, est-ce que la Bantel me donne les étudiants qui avaient il y a 5 ans en M2? Et ouais, ben ouais, mais c'est ça le problème, justement. Moi, je veux une réactivité de suite. Ouais. Alors, juste un autre élément de réponse par rapport à ça. Effectivement, si la Bantel est remplie, on peut faire tout ce qu'on veut avec. La Bantel va disparaître. Et on est en train de travailler sur le référentiel des structures, des personnes, etc. Et on est en train de remplacer la Bantel par un nouveau produit. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, ce genre de demande, clairement, va être pris en compte pour la suite si jamais on a des solutions pour faciliter ce type de démarche, clairement. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, parce que chaque fois on me pose la question, personne ne me l'a posée, c'est ici, c'est une plateforme LAMP, Linux, etc., etc. Donc c'est les principaux standards du marché pour les sites web. Voilà. Et je crois qu'il y en a un 6e qui va être ajouté.
J'ai une question qui concerne l'utilisation des données qui sont mises sur ce serveur. Ouais. Est-ce que les utilisateurs savent exactement comment le CNRS peut exploiter ces données? Et est-ce qu'il y a eu un dépôt à la CNIL? Alors, les données, c'est vos données. Hein, quand vous êtes dans un laboratoire, vous avez un administrateur. L'administrateur, il faut lui faire confiance parce qu'il peut rentrer dans votre PC, dans votre messagerie, dans tout ce que vous voulez. Donc c'est le même principe. Derrière, il y a des gens qui sont habilités, entre guillemets, à faire l'exploitation de toute cette cavalerie de services et de données qu'on manipule. Mais c'est clair qu'il y a une étanchéité totale. Donc la gestion de l'exploitation des données est laissée, par exemple, à un directeur d'unité? Absolument. C'est complètement autonome. Ouais. Donc il n'y a pas de confidentialité complète? Complète, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez expliqué tout à l'heure, par exemple, en cas de pandémie, le CNRS était autorisé, alors je ne sais pas qui, à rentrer dans les données et chercher des informations pour pouvoir, par exemple, contacter des personnes. Mais ça peut être sur d'autres données qui peuvent être aussi sensibles. C'est vous qui choisissez le degré de confidentialité des informations que vous mettez dans le corps. Pas sur toutes les rubriques du CV corps. Hein. Mais sur les compétences, il y a plusieurs rubriques comme ça, compétences, etc., là où on va mettre des mots-clés. Par exemple, vous avez un niveau public, et là, tout le monde peut y accéder, mais ça peut être même vos collègues. Hein, vous cherchez un collègue qui a travaillé sur telle discipline, etc. Et après, il y a le niveau confidentialité. Celui-là, non. C'est vous qui l'exploitez à façon. Et là, non, le CNRS ne pourra pas y aller. Le CNRS, ouais, d'accord, par extension, ça ne peut pas être utilisé, par exemple, certaines données par la direction, par la DRH, attendez. etc. Pensez bien que c'est la première chose que nous ont dit. Mais nous, on ne veut pas qu'on aille fouiller. Non, mais voilà, c'est exposé très clairement. Et de la même façon que d'un labo à l'autre, c'est complètement étanche, etc., etc. Ça, c'était très important. Très, très important. Il n'y a pas eu de dépôt à la CNIL pour l'utilisation des données. Il y a quand même une utilisation des données. Là, je ne sais pas répondre. Non, mais c'est intéressant de le connaître, de connaître le fonctionnement. Oui, mais ce n'est pas le CNRS qui exploite. Hein. Le CNRS, là-dedans, il a fait juste l'outil. Hein. Il a juste l'outil et puis il a négocié les contrats pour que ça soit le moins cher possible. Oubliez CNRS. D'ailleurs, ce n'est pas marqué CNRS sur le portail. Hein. C'est marqué, j'ai tenu à le mettre en tout petit en bas, design by CNRS, là quelque part, mais c'est tout. Parce que je trouve que le design est sympa. On avait fait une grosse daube au départ. La V1 était vraiment immontrable. Et on a refait le design, tout le monde nous a dit, enfin, c'est un peu plus... Donc c'est pour ça qu'on a dit, ça c'est nous, le design, c'est le CNRS. Voilà, le CNRS, c'est juste un acteur qui a eu les moyens, qui a eu l'idée et qui a eu les moyens de mettre en œuvre ce type de plateforme dont tout le monde a besoin. Il y a plein de labos qui ont mis en place ce genre de plateforme, hein, mais ils n'ont pas besoin de nous. Il y en a d'autres, la plupart n'ont pas ça. Il y en a qui ont des contraintes, les mathématiciens, parce qu'ils sont obligés d'utiliser des symboles, je ne sais pas quoi, etc. Mais on travaille avec Microsoft pour faire entrer des bibliothèques spécifiques justement par discipline. Voilà, donc je ne sais pas si chez vous, il y a ce genre de choses, peut-être les hiéroglyphes ou ce genre de... Donc, mais encore une fois, le CNRS, oubliez, c'est moi parce que je suis DSI du CNRS qui vous en parle, et demain, ça ne sera plus moi. C'est complètement anonymisé. Et la confidentialité des données, c'était le socle de toute la réflexion qu'il y a eu. On ne rentrera pas là-dedans. S'il y a une plainte, une démarche judiciaire, etc., là on va rentrer, mais comme on rentrera sur votre PC, dans votre labo, etc. Donc, pas plus, pas moins. Voilà. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Moi aussi, j'ai faim. Bon, merci à tous, bon appétit. Donc, on se retrouve ici à 14h15 pour la suite. Un dernier mot, si vous permettez. Si vous avez des questions ou si vous avez des besoins, ça vous est intéressé, Martine Consonzo, voilà. Et elle a dû vous distribuer une petite plaquette. Derrière, il y a une adresse web où il y a toutes les informations en détail sur chacun des services.